De notre point de vue, ce qui permet de considérer qu'un mouvement révolutionnaire joue un rôle d'avant-garde, ce n'est pas d'abord sa notoriété, sa capacité d'influencer les mouvements sociaux ou le nombre de militants qu'il peut aligner sur le terrain, même si bien sûr tout cela est encourageant. C'est en premier lieu sa capacité à analyser scientifiquement la réalité, à définir une stratégie et des tactiques contribuant de façon significative à la transformation révolutionnaire de la société. C'est dire l'importance décisive de ce 23e séminaire international organisé par le Parti communiste marxiste-léniniste d'Équateur, qui permet les échanges d'expériences et la coordination des initiatives entre les partis membres de la Conférence internationale des partis et organisations marxistes-léninistes autour d'une problématique tellement actuelle et qui demande des réponses théoriques et pratiques urgentes, à savoir la lutte révolutionnaire contre la droitisation et le fascisme. En effet, nous sommes confrontés aujourd'hui à une désastreuse poussée des forces les plus réactionnaires de la droite et au développement du fascisme à l'échelle internationale. Nous ne pourrons nous y opposer victorieusement qu'au prix d'une contre-offensive coordonnée et judicieusement élaborée. Cela exige évidemment que nous nous livrions à une analyse minutieuse de la réalité et à une réflexion lucide sur nos pratiques. Pour commencer, rappelons comment se manifeste cette droitisation et ce fascisme que nous devons combattre. D'abord, à l'échelle du monde, le droit international est bafoué. Une poignée de dirigeants impérialistes décrètent des sanctions illégales contre des États souverains, des associations et des individus. Ils imposent au monde leurs lois extraterritoriales et les dictats d'une Cour pénale internationale à leur solde. Ils s'arrogent un droit d'ingérence prétendument humanitaire et lancent des guerres dites préventives. La collaboration avec les pires dictatures et le soutien à des groupes subversifs leur servent de tremplin pour déstabiliser les pays anti-impérialistes. La justice est plus que jamais instrumentalisée par les classes dominantes pour s'attaquer aux lanceurs d'alerte, aux militants et aux organisations du mouvement populaire, pour orchestrer la destitution et l'incarcération infondée de représentants démocratiquement élus. Les élections sont gangrenées par la fraude, par l'argent sale, la désinformation déversée par des médias aux ordres et par la corruption de bon nombre d'élus. À l'échelle des États, les gouvernements ont bradé toutes leurs compétences au profit d'institutions non élues, au profit des banques, des spéculateurs et des multinationales. Les milliardaires et les lobbyistes, ne s'accommodant plus de partis paravents, prennent directement les rênes du pouvoir politique. Les peuples sont alors jetés dans la misère par un ultralibéralisme barbare qui impose des mesures d'austérité, la destruction des services publics de santé et d'éducation, le sabotage des systèmes de protection sociale. Les avancées sociales et les conventions collectives sont jetées au panier. Une répression féroce s'abat sur les mouvements sociaux et sous le prétexte démagogique de lutter contre le terrorisme, les conquêtes démocratiques, les libertés individuelles ou collectives sont balayées. Parce qu'elles ont compris que leur hégémonie est structurellement menacée par la montée en puissance des résistances populaires, les classes dominantes ne s'embarrassent plus d'aucun faux-semblant ni d'aucun scrupule pour recourir au fascisme. Elles sont bien conscientes que les luttes populaires grondent partout sur la planète et que la grande éruption pointe à l'horizon. En réalité, nous sommes à l'heure de l'affrontement décisif entre les peuples et leurs prédateurs. Et selon nous, dans un tel contexte, la lutte révolutionnaire contre la droitisation et le fascisme doit se mener sur 3 fronts principaux. Le premier d'entre eux, c'est le front idéologique. Ce front est plus que jamais déterminant. D'ailleurs, nos ennemis de classe le savent eux aussi. Leurs propagandistes, personnels politiques, journalistes, économistes et autres animateurs sont missionnés en permanence par les empires médiatiques
contrôlés par leurs multinationales pour désinformer, distraire l'attention et conditionner l'opinion publique. Force est de constater qu'ils parviennent à influencer négativement de larges fractions de l'opinion. Pour faire échec à l'offensive des chantres du capitalisme et des néofascistes, il est indispensable que nous déconstruisions leur propagande. 5 verrous tout particulièrement doivent être cassés. Premièrement, c'est le mythe de la fin des idéologies qui a été largement propagé ces dernières décennies et qui a pu priver le mouvement populaire des armes théoriques indispensables au succès de ces luttes. Et maintenant que la pilule passe plus difficilement, les médias aux ordres tentent de persuader le public que toute critique du système relève du complotisme ou de fake news. Deuxièmement, l'aversion à l'égard de la politique et de l'organisation syndicale, alimentée dans la population par ces mêmes médias, qui dans le même temps promotionnent les partis politiques de la bourgeoisie et servent de relais aux syndicats patronaux. Troisièmement, l'instrumentalisation de mouvements dits citoyens. En l'espèce, la manipulation en tient des sommets. Par la magie de la propagande des médias aux ordres, qui en appellent à l'émotion et qui distribuent blâmes ou bons points, les gilets jaunes qui luttent en France pour le droit de mieux vivre deviennent d'abominables casseurs qu'il est légitime d'éborgner. Les individus qui saccagent le Parlement à Hong Kong, eux, doivent être soutenus parce que ce sont des démocrates qui défient Pékin. Les représentants élus du peuple catalan méritent d'être jetés en prison pour sédition parce qu'ils ont organisé un référendum. Et les Occidentaux ont raison d'étrangler le Venezuela parce que les autorités démocratiquement élues refusent de laisser la place à Guaido, l'autoproclamé de Washington. Au bout du compte, infiltrés et manipulés par les agents du système, des manifestations populaires ont pu ouvrir la porte à des dictatures. Sans cap idéologique et sans projet politique clair, elles ont servi de tremplin à des opportunistes électoralistes. Non structurées, elles se sont éteintes et ont été suivies d'un renforcement de l'exploitation et de l'oppression. Le quatrième verrou qu'il faut absolument faire sauter, c'est celui de la division systématiquement alimentée par les classes dominantes. D'une part, entre les différents peuples, d'autre part, entre les couches populaires dans le même pays. Partout, par exemple, les immigrés sont livrés à la vindicte comme boucs émissaires et les musulmans sont diabolisés. En France, récemment encore, le gouvernement dénonçait, je cite, les fonctionnaires privilégiés et les retraités aisés qui ne veulent pas participer à l'effort collectif. Cinquièmement, enfin, il est essentiel de déconstruire la vision tronquée du socialisme que les classes dominantes sont parvenues à ancrer dans l'opinion en associant à l'inefficience économique et à l'absence de liberté ce système qui a permis à des millions de gens de s'émanciper et d'accéder à des conditions de vie dignes. En même temps, la publicité pour le capitalisme prédateur et mortifère n'a jamais été autant tapageuse. C'est l'individualisme et la compétitivité, disent-ils, qui vous sauveront. Et si vous échouez, c'est parce que vous ne savez pas vous vendre. C'est l'entreprise qui produit les richesses, prétendent-ils encore. Et si vos profits sont mirobolants, ne vous culpabilisez surtout pas, car le ruissellement permettra aux pauvres aussi d'en bénéficier. Voici donc la chape idéologique qui pèse sur notre société. Et selon nous, la victoire de la lutte révolutionnaire contre la droitisation et le fascisme est directement liée à notre capacité à extirper ce cancer idéologique qui, hélas, gangrène les consciences et dans de nombreuses victimes du système. Le deuxième front sur lequel nous devons nous engager avec détermination pour accomplir notre mission concerne la structuration du mouvement populaire. Au cours des dernières décennies, de profondes mutations ont affecté la société. Les bouleversements technologiques liés notamment à la révolution numérique ont eu de notables répercussions sur la nature des classes et sur les rapports entre celles-ci. L'enfumage de l'auto-entrepreneuriat et le fait que la domination tentaculaire des multinationales se cache
derrière des franchises, ont contribué, entre autres, à brouiller la perception des frontières entre classes sociales. Sur le plan subjectif, l'offensive idéologique menée par les classes dominantes, dont nous avons parlé plus haut, a développé un imaginaire et une culture globalisée. L'épanouissement et l'émancipation sont souvent recherchés au plan strictement individuel et associés à la compétition. La défiance à l'encontre des organisations de lutte de classe et la peur d'être récupéré stérilisent les luttes sociales. Cependant, l'échec patent du système et la férocité de l'exploitation ultralibérale génèrent un retour en force des résistances populaires et des luttes solidaires. En même temps, les luttes populaires et le développement des réseaux sociaux ont contribué à ébranler les structures pyramidales qui caractérisaient toutes les institutions, écoles, églises, etc., et par lesquelles les classes dominantes exercent leur pouvoir. Cette tendance a été renforcée par les conséquences de l'offensive ultralibérale quant aux missions concédées à l'État et aux collectivités locales. Toutes ces nouvelles réalités demandent que nous procédions à une évaluation lucide du fonctionnement de nos organisations et de nos méthodes d'intervention. Il nous semble essentiel de mieux répondre aux problématiques liées aux mutations culturelles et comportementales observées dans la société, de mieux prendre en compte aussi les ressorts propres à la nature des individus. Ce qui est certain, c'est qu'aucune lutte n'a de chance d'être victorieuse si la forme qu'elle prendra et les objectifs visés ne sont pas largement discutés au préalable par le peuple acteur. Notre tâche est donc de contribuer au développement d'espaces permettant réellement la réflexion transversale et l'expression de la pensée collective. De toute évidence, cela nous impose un devoir d'humilité et une lutte sans concession contre les relents de l'idéologie bourgeoise qui se caractérise par la propension à l'égocentrisme et à l'élitisme. Nous en arrivons à ce troisième front que nous considérons fondamental, la mise en œuvre de contre-pouvoirs et la construction du système alternatif. Il serait inconséquent d'attendre la chute du système capitaliste pour développer des pratiques alternatives. Les catastrophes déjà présentes, causées par le changement climatique, l'urgence qu'il y a à répondre aux problèmes de santé et d'éducation, au cortège de violences que provoque le délitement de la société, tout cela nous commande de prendre les choses en main dans le même temps où nous affrontons les prédateurs ultralibéraux et leurs représentants fascistes. Cela implique concrètement la mise en œuvre de pratiques visant à impulser l'organisation à la base d'espaces qui permettent 1. De construire des circuits économiques courts et endogènes, l'objectif étant de construire un socle sur lequel la résistance pourra se camper pour répondre aux besoins essentiels, tout en s'émancipant de toute dépendance économique et de tout chantage, en favorisant également le recul du consumérisme débridé avec son flot de gaspillage. Au demeurant, de telles pratiques contribueront à ébranler la puissance financière des prédateurs. 2. D'organiser la protection de l'environnement et du vivant, ainsi que la prévention des risques majeurs. 3. D'impulser des activités éducatives et culturelles alternatives qui puissent servir de support à la lutte contre l'individualisme et au renforcement de la cohésion sociale, qui restituent aussi leur valeur au savoir populaire et renversent les barrières arbitrairement imposées entre travail manuel et activité intellectuelle. 4. De stimuler un exercice véritable de la souveraineté populaire en s'appuyant notamment sur la pratique de la démocratie directe. Au bout du compte, il s'agit d'être à l'initiative et de reprendre concrètement nos vies en main. Nous allons enfin conclure en constatant que beaucoup doutent de la possibilité de mettre fin au système impérialiste et capitaliste parce qu'ils ignorent la puissance des luttes populaires qui se mènent sur tous les continents, parce qu'ils n'ont aucune idée de l'importance des alternatives politiques, économiques et sociales qui s'y développent. Aussi, nous le réaffirmons avec force, l'odieux système capitaliste a fait son temps.
cherchant coûte que coûte à le maintenir en place, les classes dominantes font planer sur la planète et sur l'humanité un risque de destruction totale. Nous pouvons et nous devons éradiquer cet odieux système. Intensifions la lutte révolutionnaire. La victoire est au bout du chemin.